Tu dois savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air, hein, tu vois, et alors il a tendance à remonter à la surface. Donc tu es obligé de le lester afin qu'il coule, hein. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau chapitre de Ciné Buddies, une lettre d'humour au cinéma. Je suis votre hôte, le Gros Noiret, et j'accueille aujourd'hui avec joie pour la première fois dans l'émission mon vieux Ciné Buddy, le réalisateur André Bonzel, de passage non pas à Cajar, mais à Los Angeles pour présenter son nouveau film « Et j'aime à la fureur » au Festival français de Los Angeles. Réalisé 30 ans après son premier, c'est arrivé près de chez vous. Allez, en route pour un voyage chaotique avec le Terrence Malick belge. Honni soit qui Malick pense. Gamin, reviens, c'était pour rire. Ravi de te retrouver, mon ciné-buddy, d'autant plus que nous sommes amis quasiment depuis qu'un homme a mordu un chien. Ouais. Ça fait longtemps que j'avais envie de t'accueillir sur Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. C'était à cette occasion qu'on s'était rencontrés, je crois. On s'était rencontrés. Après, c'est arrivé. Tu étais venu présenter le film à Los Angeles, déjà à l'époque? Je sais plus, non. J'étais venu à Los Angeles, je sais plus pourquoi, mais c'était juste après, c'est arrivé. Ouais. C'est drôle, donc ça ne nous rajeunit pas ni l'un ni l'autre, mais en tous les cas, comme je disais, je suis ravi de t'accueillir. Et commençons par le commencement. Sans plus tarder, je te laisse enfin la parole pour nous raconter la genèse justement de cette arrivée près de chez vous, dans un chapitre intitulé « That's when the cannibalism started ». Tu sais qui a dit cette phrase? Non. Jeffrey Dahmer. Ah ouais? Oh putain. Ouais. Non, écoute, c'est arrivé, c'est né. On était à l'école de cinéma en Belgique, à Bruxelles, avec Rémi. Benoît était à une autre école. Alors je précise, excuse-moi avant que tu te lances, Rémi Belvaux et Benoît Poelvoorde, bien sûr. D'accord, ouais. Écoute, donc le film, il est né. Moi, j'étais à l'école de cinéma l'Insas avec Rémi Belvaux et qui m'a présenté Benoît Poelvoorde, son ami d'enfance. Et on avait très envie de faire des films, si tu veux, en dehors de l'école, parce qu'on se faisait un peu chier à faire. Il y avait toute une espèce de courant cinéma belge social, tu vois, le borinage et tout ça, qui nous gonflait. Et en fait, donc on a fait en utilisant le matériel de l'école, on avait fait un court métrage qui s'appelait Pas de C4 pour Daniel, qui était une fausse bande-annonce qu'on avait fait en scope 16. Et avec laquelle on est allé dans pas mal de festivals. On était allé à Clermont-Ferrand, à Grenoble-Polar et tout ça. On était invités et on buvait des coups. C'était génial. Ils nous payaient le voyage et tout. Et on s'est dit, mais il faut continuer, quoi. Et en fait, c'était un court-métrage et un vrai film, si tu veux, c'est un long-métrage, quoi. Donc, c'est parce que je pense qu'il y a. D'accord, il faisait combien? Il durait combien de temps, Daniel? Il devait durer 17 minutes. C'était assez long quand même. Ouais. C'est drôle parce que ça ressemble un petit peu, parce que moi j'ai revu, non seulement c'est arrivé près de chez vous, mais j'ai eu la chance aussi de découvrir ton nouveau film récemment. Donc on va en parler chronologiquement. Mais l'expérience de C'est arrivé près de chez vous que j'ai adoré, vraiment autant qu'à l'époque où je l'avais découvert. Ça hold up, comme on dit en anglais, ça tient vraiment la route. Ouais, ça tient la route, hein, c'est marrant. Ouais. C'est étonnant. Et j'ai trouvé justement que votre histoire ressemble à celle des Sam Raimi, à celle des Paul Thomas Anderson, qui fait la bande-annonce de Boogie Nights à l'école. Tu sais, il fait 40 minutes de Dirk Diggler, à l'acteur porno aussi, tu vois. Donc, il y a cette même vivacité. Et dans cette école, c'est pas loin de. On a l'impression que c'est NYU, c'est que cette école belge. D'un coup, il y a des talents comme vous. Non, écoute, simplement, c'était des rencontres, quoi. Et puis, voilà, quoi. Et puis, on avait tout sous la main, ce qui fait qu'on avait nos copains. On avait. Ça rappelle Lynch aussi, à CalArt. Tu sais, qui met plusieurs années pour faire Eraserhead aussi. Ouais. Vous avez mis un an et en fait, vous avez et aussi comme Sam Raimi, vous avez bénéficié d'argent de membres de votre famille. Mais c'est arrivé, on a mis beaucoup plus qu'un an. On a mis parce qu'on a mis près d'un an à l'écrire, on a mis un an à le tourner et après il y a encore eu le montage, quoi. Donc parce que le tournage était étalé sur plus d'un an, enfin sur un an environ. Et parce qu'on arrêtait de tourner, on tournait une semaine, on était tributaire de plein de trucs, on était tributaire des gens chez qui on tournait, qui étaient les amis pour les décors. Comme chez Scorsese, on voit les parents de Benoît, la maman de Scorsese qui est dans ses films, la maman de Benoît est dans le film, et elle est formidable. Elle est super, elle n'a même pas à la diriger, il faut juste lui expliquer la situation. Il y a beaucoup d'acteurs non professionnels, comme on voit ça aussi quand les frères Coen ont tourné Fargo. Ils prennent des acteurs locaux et ils ont bien raison, comme Spielberg quand il fait Jaws. Ouais.
Mais tout le monde, personne n'est professionnel, hein, je veux dire. Et même Benoît à l'époque, on peut dire qu'il n'est pas professionnel. C'est juste un acteur né, mais Il est voilà. extraordinaire, je trouve. On va en Ouais. parler plus avant un peu aussi. Ouais. Parce qu'effectivement, je trouve que c'est ce qu'on appelle un star making turn en anglais, pardon pour mon anglais. Mm. Mais Mm. c'est comme De Niro avec Scorsese. Tout d'un coup, dans Mm. Mean Streets ou Taxi Driver, ça lui donne un rôle extraordinaire. Ouais. Non, Et ce qui est génial, c'est ce qui star est génial. instantané, comme on dit, quoi. Ouais. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, on l'a jamais vu avant. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas un acteur qui a commencé par des petits rôles, qui a grandi de ça. Donc tout Ouais. d'un coup, il arrive, on le découvre, il vient de nulle part, et il arrive comme ça. Et même les gens qui n'aimaient pas le film, qui avaient des réserves sur le film, euh, étaient forcés d'admettre que Benoît était génial, quoi. Donc, tu Ouais, vois. extraordinaire. J'ai lu, parce qu'il y a quelques trivia quand même sur ce film, il n'y en a pas beaucoup sur les films européens et français en particulier, mais j'ai lu Hmm. que c'était une parodie de striptease à l'origine. Ouais, un peu, pas que ça, mais c'est vrai qu'il y avait cette émission qui commençait sur la télé belge, et en Mm. fait, si tu veux, si tu veux, c'est très facile d'aller chez les gens avec une caméra. D'autant plus, c'est des gens à qui on ne donne jamais la parole. Mm. Donc, ces gens-là. Et en fait, c'est très facile d'aller avec une caméra, de tourner énormément de matériel, de monter après et de leur faire dire presque le contraire de ce qu'ils ont dit, quoi. Ouais. Et tout en étant soi-disant objectif et tout. Et franchement, Mais il y avait ça, et il y avait aussi même à l'INSAS, on avait justement à cause de ce courant de reportage qu'on faisait. Je sais que Rémi avait tourné donc Rémi Belvaux avait tourné un film sur un type qui rêvait que sa fille, un type qui avait un peu raté sa vie, qui rêvait que sa fille allait devenir une grande chanteuse. Elle chantait comme un pied, si tu veux. Mm. Et en fait, il s'est trouvé mal de devoir monter ça. Et moi, j'avais fait un reportage sur trois nanas, trois générations, la fille, la mère et la grand-mère, qui faisaient la manche dans une galerie marchande, si tu veux. Et les trois avaient physiquement exactement la même tête. C'était horrible, tu vois. Mm. Ouais. Et c'est très facile tu vois, même sans vouloir te moquer, quoi, de leur faire. Et pareil, c'est des gens à qui ont jamais eu la parole, et tout d'un coup, tu arrives avec une caméra, Ouais. Et moi, j'ai été frappé par la modernité du film parce qu'effectivement, c'est un des premiers found footage. Tu sais, ces films de Blair Witch à Paranormal Activity, Ouais. ces films où on retrouve les bandes post-film, en fait. Et c'est d'une très grande modernité à ce niveau-là. Moi, j'en ai fait un aussi de found footage qui s'appelle Bipolar. Tu l'avais vu, non? Ah ouais, ouais. Qui était une Ouais. version de Jekyll et Hyde, mais Jekyll et Hyde, ouais. voilà, en version Blair Witch. Ouais. Et c'est vrai que vous étiez très très en avance parce que c'était quelques années avant Blair Witch. D'ailleurs, Ouais. j'ai noté la date de Blair Witch. Ouais, Blair Witch, c'est 1999. Et Mm. j'ai un petit quiz pour toi, mon vieux. Ah, mon Dieu. Ouais, tu sais quel est le premier film found footage, donc ce film où on retrouve les bandes recensées de l'histoire du cinéma? C'est pas Cannibal Holocaust? Si, bravo. Bonus point Ouais. point bonus si tu ouais. sais la date. Ah non, ça, les dates, j'aurais du mal. Tu veux essayer? Je sais pas, 85? Non, 1980, mais c'est pas mal quand même. Ouais, ouais. Et ce qui m'énerve souvent dans les found footage, et ce que j'ai essayé d'éviter avec le mien, et ce que vous avez formidablement évité avec le vôtre, je me compare pas bien sûr, car c'est pas la même catégorie, Ouais, je t'en mais prie. c'est qu'à un moment, on est un peu énervé que le protagoniste ne lâche pas la caméra, si tu veux. Mm. Pourquoi il continue à filmer? Alors, il y a des grands classiques du found footage. Moi, j'adore personnellement Rec. Tu l'as vu, ce film espagnol? Non. Il filme une invasion de zombies Non. dans un appartement, enfin dans un Ah building. ouais? Ouais. Ouais. Et tu comprends pourquoi il lâche pas la caméra. Et c'est, Ah. on s'en sert souvent comme lumière d'ailleurs. Ouais. C'est incroyablement creepy et fantastique. Mm. Troll Hunter, tu as vu Troll Hunter? Ah non, mais je connais, ouais, ouais. Un formidable film scandinave, je sais pas si c'est norvégien ou celui-là, où tu suis une équipe paranormale aussi Ouais. de chasseurs de trolls et tu as des effets De spéciaux trolls. formidables qui, en Ouais. found footage, et le mélange, c'est drôle, le mélange de CGI et de found Et footage, le fan footage, comme le truc avec l'invasion des... profanateur. Non, tu sais, une invasion d'aliens qui est censée... La soupe aux choux. Non. Je pense que tu parles de District 9 de Neil Blomkamp, autre grand exemple de documentaire. C'est T'avais pas vu familier. VHS? T'as Ouais, vu non. VHS? Non. Excellent film à sketch aussi, ou de found footage, où plusieurs très bons metteurs en scène d'horreur, qui d'ailleurs continuent à faire leur preuve aujourd'hui. Tu devrais travailler sur Shudder. C'est un truc de streaming d'horreur américain, Ouais. où c'est comme Corman dans les années 60. Mm. Ouais.
Willow Creek, tu l'as vu? Non. Je continue à t'énumérer quelques Ouais. found footage que j'aime bien. C'est un film de Bobcat Goldthwait, qui est un comique bizarrement, Hmm. américain, qui a fait une espèce de found footage de Bigfoot. Big footage. Ah ouais. Ouais. Hmm. Ça s'y prête très bien comme Blair Witch 1999, que j'aime beaucoup aussi finalement. Hmm. Catfish, tu connais Catfish? Non. Catfish, c'est un Catfish. film. Il y a même eu une série après sur MTV. C'est ces gens qui font semblant d'être quelqu'un d'autre sur le net. Ah ouais. Du coup, tu mets une photo d'une très jolie jeune femme, tu vois, alors que tu es un gros homme, et tu attires comme ça des gens dans ta NAS virtuelle. Ouais. Et après, malheureusement, dans cette série et dans ce film, tu es obligé de les rencontrer en vrai. Et ça donne donc. Il y a beaucoup de drame, comme tu peux l'imaginer, tu vois. Orson Welles a dit si vous voulez faire un chef-d'œuvre, tournez-le en noir et blanc. Vous l'avez fait pour des raisons financières, surtout, non? En noir et blanc. Ah non, parce que en fait, ça coûtait même presque plus cher de le faire en noir et blanc, puisqu'il n'y avait pas de labo. Wow. Il n'y avait pas de labo à Bruxelles, en Belgique. C'est pas pour que le sang ressemble à du chocolat, comme dans Psychose? Non, écoute, le noir et blanc, c'était, nous, il y avait un film qu'on adorait, qui était Raging Bull, qui venait de sortir. Et Scorsese avait dit, je pourrais plus faire un film en noir et blanc. Il avait eu extrêmement de mal à imposer le noir et blanc sur Raging Bull. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est de se dire que si Scorsese, tu vois, lui-même ne peut pas faire de film en noir et blanc, c'est quand même le monde à l'envers, quoi. Donc, et comme celui-là, et donc moi j'adore le noir et blanc, et comme celui-là, c'était le seul enfin, c'était notre premier, et on faisait ce qu'on voulait puisqu'on l'a autoproduit, on avait de compte à rendre à personne. Je me suis dit que ce serait sympa de le faire en noir et blanc quand même. Mais et surtout, ça allait bien avec le ton du film et avec plein d'autres choses, parce que comme on tournait avec très peu de moyens, il n'y avait pas quand même, tu vois, en couleur, il aurait fallu faire la balance entre artificiel, lumière artificielle, ça, les températures de couleur et tout, ce qui était assez chiant. Mais ça donne un côté intemporel au film. Ça ressemble un peu à ce que vous faisiez à l'époque, Jarmouche aussi. C'est un peu, il y a plus de réalisme en fait. Et puis ça aidait quand même parce que par exemple, tu vois, le film est tourné sur une année, tu vois pas le changement de saison. Alors qu'en fait, voilà, il y a plein de trucs qui passent, qui aident. Et je pense le fait que visuellement, ça allait très bien avec le ton du film, quoi. Le fait que Benoît a toujours la même tête aussi, ça aide parce que effectivement, tu as des films où ils font des reshoots et tout d'un coup, quelqu'un arrive avec une perruque ou 20 kilos en plus et ouais. Mais non, donc franchement, ça coûtait plus cher de le faire en noir et blanc qu'en truc. Mais c'était un bon choix. Et en fait, on a tourné. Et au départ, Rémi voulait plutôt le faire en couleur. Benoît savait pas trop. Et en fait, j'ai tourné un bout d'essai parce qu'il fallait voir comme c'est tourné en 16. C'est même pas du Super 16, c'est du 16 normal. Si tu veux, fallait voir comment on pouvait supporter le gonflage en 35. Donc, on a tourné une petite bobine d'essai. Ouais. Et on a tourné dans la rue, un peu en situation comme dans le film. Près de chez D'ailleurs, vous. ça se voit. Il y a un petit bout qui est utilisé dans Et j'aime à la fureur que j'ai remis. Et en fait, on est allé projeter ça sur le plus grand écran de Bruxelles à l'époque, qui était Kinépolis, qui venait d'ouvrir. Wow. Et c'était juste surprenant, quoi, d'avoir l'image de ça. Et Benoît, qui adore se voir, était quand même était sur le cul, quoi. Et Rémi aussi. Et ça a vendu le noir et blanc un peu, parce qu'après ça, Rémi s'est dit, ok, en noir et blanc, c'est bon. Il y a un truc qui est moderne aussi, c'est le côté mockumentaire, tu sais, faux documentaire. Ouais. C'est souvent des trucs musicaux, comme je disais, comme This is Spinal Tap, tu sais, des trucs comme ça. Spinal Tap, on nous en parlait tout le temps quand on a fait les festivals, on l'avait pas vu et effectivement, ça revenait tout le temps. Mais effectivement, c'est plus mockumentary que found footage presque en fait, tu vois, si tu veux. Oui, c'est vrai, mais comme tout le monde meurt à la fin, spoiler alert pour un film de 40 ans, c'est vrai quand même, on retrouve, c'est comme dans Blair Witch, il y a quelqu'un qui a trouvé les bandes et qui les a montées et qui les passe. C'est-à-dire, on a trouvé le film, quoi. Ouais, c'est un film snuff, en fait. C'est comme le film Zapruder. Oui, il y a un très bon film found footage qui s'appelle Unfriended et Unfriended 2. Tu les as pas vus, ça? Ah non. C'est des films comme Searching qui sont tournés uniquement avec des écrans d'ordinateur. Ah ouais. À travers des computers et des discussions Zoom comme nous, ou des envois, ou des Facebook, ou des Instagram, peu importe. Et donc, c'est très bien foutu. Donc, je te les recommande. Est-ce que vous vous êtes inspiré, parce qu'il y a un côté presque les tueurs de la lune de miel dans le côté noir et blanc aussi. Ouais. Vous êtes inspiré d'un vrai fait divers. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'un vrai serial killer? Non, c'est inspiré. Le personnage de Ben,
c'est le personnage de fiction. Un truc qui nous avait inspiré, c'était une BD qui s'appelait Torpedo sur Ah ouais, j'adore, très un tueur, sexuel. voilà. Voilà, qui lui est un tueur à gages en fait. C'est juste le personnage du tueur, du type avec le flingue, c'est vraiment le personnage de fiction, J'y avais pas si tu pensé. veux. Ouais. C'est le personnage de fiction presque de référence, quoi. Et en fait, c'est la fiction qui rencontre le documentaire, et Ouais. c'est né de ça, quoi. Il m'a rappelé un peu, il y a un serial killer terrifiant qui travaillait aussi pour l'argent, parce qu'il y a des serial killers qui sont totalement fous et d'autres qui sont plus motivés par l'argent, comme Benoît dans le film, qui était le Iceman. Tu connais le Iceman? Non. Qui était un type qui travaillait pour la mafia. D'ailleurs, on voit d'ailleurs une petite présence de la mafia dans votre film. Ouais. Des Italiens très Les improbables, Italiens, des ouais. Italiens belges, comme dans une chanson de Brel. Italo-belge, mais il y en a beaucoup des Ah ouais, maintenant je ne dis pas que ça n'existe pas, mais là, ils sont formidables. Et c'est vrai que le Iceman avait cette même froideur et ce même professionnalisme dans la tuerie. Tout d'un coup, il aurait pu repérer aussi les médicaments d'une vieille dame pour lui filer une mamie tromblon, pour lui filer une attaque cardiaque. Mais quelle est la part d'impro en fait dans le film? Ah, mais tout était extrêmement écrit, d'autant plus qu'on n'avait pas beaucoup de pellicules, donc on faisait pas beaucoup de prises. Ouais. Les seuls moments d'impro, si tu veux, sont avec les parents de Benoît, ou les grands-parents. Et les scènes où les scènes où les gens sont sous, ils sont vraiment sous? Non. Chez Malou, justement, non, c'était pas possible d'être torché parce que je veux dire. Justement, je me dis, c'est impossible. Non, mais Benoît le fait tellement bien. Mais non, c'est pas possible. On dirait presque qu'il s'est entraîné dans la vie, c'est incroyable. Non, la seule scène où il était un peu torché, c'est la scène du cocktail. Du cocktail où il y a les peintures, là. Ouais, je me rappelle. Là, il est arrivé en retard, il est arrivé un peu torché. Mais sinon, non. Mais la grande scène chez Malou, avant le viol, où ils sont sous, n'était pas du tout. C'est pas possible de tourner en étant torché, quoi. C'est vrai que ça fait penser à Bertrand Blier rencontre Henri, portrait d'un serial killer, en fait, par moment. Il y a cette même verve dans le dialogue, grâce à Benoît et grâce à votre travail en amont sur le scénario, donc. Et aussi cette violence qu'on a dans ce film. Tu te rappelles ce film avec Michael Rooker, où il faisait Henri, portrait d'un serial killer? Ah oui. Ouais. Mais ça, si tu veux, c'est de la même année. Et en fait, le film avait été annoncé quand nous, on tournait. Ouais. On avait lu qu'il y avait un film qui s'appelait Henri, portrait d'un serial killer. Alors on s'est dit, putain, mais c'est pas possible, c'est le même truc. C'était notre crainte que ce film ressemble au nôtre, tu vois. Donc, je me souviens qu'on avait flippé là-dessus. C'est comme quand il y a deux films deux films de météorites ou deux météorites, c'est ça que je cherchais, voilà. Ou deux films de météorites movie, voilà. Non, c'est vrai. Parce que là, faut être le premier à sortir. Non, c'est sûr, mais ce qui est étonnant, c'est que effectivement, tu parles d'une grande année de cinéma. La même année, Reservoir Dogs, on dirait d'ailleurs, vu le look de Benoît dans le film, il ressemble presque à un Reservoir Dogs échappé de Tarantino, avec son look de fossoyeur, conducteur de limousine. Et la même année, donc, tu as Le Bodyguard, avec ton film préféré. Tu le savais? Avec Kevin Costner, My Cousin Vinny. Un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Under Siege avec. Ah ouais. Ouais, tu l'as vu, non? Oui. Avec Steven Seagal, Gary Busey et Tommy Lee Jones. Excellent film. Le Dracula de Coppola, un étrange film. Avec un hommage au muet un peu. Ouais, cette année-là où ton film sortait, moi je travaillais sur Army of Darkness comme assistant à la mise en scène. Il sortait donc. Ouais. Unforgiven, Glengarry Glen Ross, Batman Returns, Basic Instinct. Et tu connais Dr. Giggles? Non. C'est un film d'horreur. Un film d'horreur avec les... Voilà, très bien. Ah, c'est la même année que Basic Instinct? Ouais, étonnant. Ouais. Et Le tueur fou de Mouscron, 1992, ça te dit quelque chose, ça? Mais cette histoire, non. Et apparemment, il y a des copycats comme sur Orange Mécanique. Il y a eu des gens qui ont été inspirés par votre film. Soi-disant, ouais. Non, je pense pas que ce soit inspiré, mais il y avait eu un fait divers. J'ai payé 3,99 $ pour le film. Tu me rembourseras plus tard. D'accord. C'est NC-17. J'ai vu, c'est carrément interdit au moins de 18 ans, non? Aux États-Unis, il était sorti. Alors, il était sorti en NC-17 et il était sorti en vidéo en 2 versions avec ou sans le viol. Il y avait les deux versions. Comme Eyes Wide Shut, avec ou sans l'orgie, avec le masque digitaux.
Est-ce que c'est vrai que Wes Craven voulait faire un remake? Ouais, ouais, c'est vrai, on avait été contacté à un moment. Ah, Et ouais, ça aurait été ouais. cool. Parce que Scream a ce même côté méta quelques années plus Il tard. y a eu à plein de moments, on a été contacté par des. Et ce qui était marrant, c'est qu'une fois à Cannes, Benoît avait dit dans une interview en rigolant que De Niro voulait faire un remake, allait faire un remake. Et en fait, les gens de Miramax avaient pris la copie pour le regarder. À Cannes, ils avaient demandé l'accès à la copie. Ils se sont fait Ouais. une projection la nuit, si tu veux, mais c'est jamais allé plus loin que ça. Mais comme Benoît avait dit ça en interview, sans savoir qu'à Cannes, enfin, c'est plausible, si tu veux. Donc, il avait dit ça en rigolant, mais après, ça avait été repris. Donc, c'était Ouais. repris, que, tu vois, parce Ouais. qu'on connaissait pas encore que, enfin, Et Tarantino, tu l'as rencontré? bah ouais, on s'était vu comme en fait les films sont allés dans plein de festivals en même temps. On s'est croisés à plusieurs moments J'imagine, dans le ouais. festival. Ouais, Il était sympathique? ouais, ouais. Ouais, il était très sympa. Ouais. C'est cool. Il avait fait une fois une conférence de presse avec la casquette Man by Vlog sur la tête. Hein. Il Ça, était c'est- ouais, il était fan du film. Ouais, j'en doute, j'en Mm, doute pas, mm, mm, effectivement. J'ai vu que Rémi qui malheureusement est mort à 39 ans, c'est ça? mm. Ouais, c'est tragique, quoi. Je sais pas l'âge exactement, mais Ouais, en tous les cas, tu en aux parles alentours de ça. dans ton deuxième film dont on va parler très Ouais, vite, c'est très émouvant. J'ai lu qu'il avait entarté Bill Gates. ouais. Il était Avec il était avec le affilié Gloupier, à Le Gloupier, ouais. le Gloupier, ouais. Le Ouais, c'est Gloupier lui est qui a. belge, non? Oui, Ouais, c'est ça. Ça m'étonne Noël pas. Godin. Noël Godin, c'est ça, Mm, voilà. mm. Mais aussi, il y a un truc qui s'appelle, tu connais le cringe, l'humour cringe? Non. C'est cet humour de Non. l'inconfort, tu sais, qui a été très Mm, popularisé par des séries télé comme The Office, et qui est pratiquement la seule forme de comédie à l'heure actuelle, qui est les silences inconfortables entre les gens, où les gens sont ridicules, tu vois. C'est ce qu'on appelle mm, du mm. cringe, tu vois. Tu Ouais, grinces des dents, tu vois. C'est l'humour ouais, grinçant. Vous ouais. êtes aussi assez précurseur dans ce type-là, en fait, dans ce genre d'humour. Et le film avait donc été une espèce d'outrage. Il y avait une espèce d'outrage à la sortie, non? Il n'y avait pas eu des problèmes avec Ouais. les, Avec les ligues du cul, comme l'a dit. non, non, Non? non, il y avait un peu non, il y a eu c'est une histoire de censure parce que le distributeur français voulait pas que enfin essayait d'obtenir une interdiction moins de 12 ans. Ouais. Mais non, tu sais, non, il y avait quelques Il y a quand même viol, nécrophilie, infanticide, ouais, une tétine ouais. d'enfant sur l'affiche que vous avez été obligé d'enlever pour la remplacer par un dentier. Ouais, mais ça, c'était, tu vois, justement, c'était le distributeur qui avait dû donner quelque chose pour la commission de censure pour dire que quand même, il faisait quelque chose et voilà, quoi. Mais Ouais, ouais. c'était du flan, quoi. C'était On peut vraiment. dire que le film était gonflé à deux niveaux. Non seulement il était couillu, mais en plus il était gonflé en Et il 35. était gonflé en prendre. Ouais. On a failli faire un film Bravo. ensemble, je t'en prie. Ouais, ouais. On a failli faire un film ensemble qui s'appelait Le Marquis Noir. C'est dommage. Ouais, bah écoute, je ne désespère pas de le. Vas-y, maintenant que tu es Ouais, ouais. reparti, Ah bah ouais, ouais. vas-y. Non, non, c'est un beau scénario. Ouais, non, c'était Les Liaisons Dangereuses, rencontre vendredi 13. C'est vachement Ouais, bien. Les Lésions Dangereuses. ouais, ouais. Non, non, mais je désespère pas de le tourner. Hein. Et quand on s'est rencontrés, tu habitais chez Monty Hellman. Oui, ah mais c'est pour ça qu'on s'était vu à Los Angeles. Voilà, C'est pour R.I.P. ça Monty ouais, ouais. Hellman, un grand monsieur. Bah Tu peux ouais, il nous est en dire mort quelques mots? l'année dernière. Bah ouais, ouais, j'adorais Monty parce que donc c'est le réalisateur de Tulane Blacktop. Et moi, je l'ai rencontré, il devait avoir déjà près de 80 ans, quoi, ou 75. De Alors, vitamine. il prenait des vitamines, il prenait tous les matins, il avait une espèce de 30 centimètres de long de vitamines, de Il paraît que c'est pilules, tout Robert ça, Downey quoi. Jr. qui fait ça aussi. Je crois qu'ils sont pleins. Il avait un journal, il était abonné à un journal de Life, tu vois, je sais pas Ouais, comment ça s'appelle, quoi. ouais. Pour rester jeune, rester healthy. Et moi, je m'occupais de son chien. À un moment, j'ai fait du house sitting pour lui. Donc, il avait un chien qui s'appelait China, du nom de son film. Et je devais donner au chien, son chien devait avoir 100 ans en âge chien. Et je lui donnais les mêmes pilules que lui prenait, en fait. Tous les matins, ma hantise, quand je me réveillais, c'était de savoir si le chien était encore en vie, quoi. Waouh. Mais Monty, ce que j'adorais chez lui, c'est que il a jamais rien lâché, si tu veux. Et il rêvait, enfin, il était toujours au prochain film et à son prochain projet qu'il C'est allait beau. faire, quoi. Donc, ouais, c'était Il a une aidé, belle leçon. il a aidé à promouvoir cette arrivée en Amérique aussi, non? Non, pas vraiment. Non, non, il aimait bien le film, mais non, non. Mais par Pardon. contre, il a aidé Tarantino à produire Reservoir Dogs. Ouais, c'est vrai, ouais.
c'est une satire des médias comme Network. Il y a aussi ce côté. Ouais. Il y a même, j'ai pensé à un autre film qui s'appelait. Comment s'appelait ce film? Nighthawk, je crois, tu sais, ce film Oui, avec Jake Gyllenhaal. Nightcrawler, pas Nighthawk. qui cligne jamais des yeux. Voilà, et qui finissait par participer lui-même au meurtre et à créer l'événement pour le filmer, en fait. Ce que finissent par faire les membres de cette équipe de reality TV qui suivent Benoît et qui finissent par participer. D'ailleurs, ça permet de voir un caméo de toi où on voit ton fion, genre Orange Mécanique, les Droogs, tu violes cette pauvre femme. On voit mes fesses, effectivement. Ouais, c'est terrible. D'ailleurs, je vais mettre mes fesses dans tous les films, comme ça. T'as raison, tu devrais, mais c'est choquant. J'ai mis un photogramme de mes fesses dans les J'aime à la fureur. Ah, t'as bien fait, mais c'est Ouais. en image subliminale? Non. Subliminable. Ouais, image, hein, mais. C'est dommage que Hitchcock ait pas mis ses fesses dans tous ses films. Bah ouais, hein. Ouais, au lieu de mettre cette grosse. Ouais. Donc tu me diras, cette grosse bouille ressemblait un peu à des fesses. C'était dans Cyrano de Bergerac, gros homme, je vais te fesser les joues. Mais play by play, parlons un petit peu du film tel que je l'ai revu et revécu en fait. Le fait que Poelvoorde soit bien habillé, qu'il soit en costume, qu'il soit pas tout d'un coup une espèce de serial killer un peu plus loose et qui se laisse aller, si tu veux, je trouve que ça participe aussi de la temporalité du film. Et c'était une bonne idée de lui donner ce côté élégant, presque. Quand il a cette veste à carreaux, on dirait un membre de Madness. Ouais. Mais et le noir et blanc, justement, fait que ça fait aussi le côté intemporel. Ça devient. C'est vrai. Et son premier meurtre dans le train, ça m'a fait penser à Anton Chigurh, tu sais, dans No Country for Old Men, quand il tue son propre shérif dans le precinct, dans le commissariat. Il est par terre en dessous de lui, comme ça, avec cette même tête hallucinée. Et il ressemble au Joker. Il aurait fait un formidable Joker, Benoît. Et cette scène dans le train, on l'a rajoutée après au montage, parce qu'au départ, elle n'était pas dans le scénar. Et, enfin, en tout cas, elle était ailleurs, si tu veux. Ouais. Et en fait, le film commençait dans la gare, dans une gare, et là, il commettait un meurtre dans les toilettes. Et en fait, c'était déjà trop long et tout ça, donc en fait, fallait commencer bien plus tôt, quoi. Et c'est Eric Dardil, le monteur, qui avait trouvé, qui avait switché les trucs et qui a commencé comme ça, et c'est ça qui a permis de. J'aime bien quand les acteurs ont les mêmes noms que le personnage qu'ils jouent. Ouais. Jack Torrance et Jack Nicholson. Vous l'avez appelé Benoît dans le film pour pleurer parce que non, mais de toute façon il y a beaucoup de nous-mêmes et je pense que même il y a beaucoup de Benoît dans le caractère de Ben. C'est vraiment, même si c'est pas un serial killer, quoi. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup de lui-même. Des personnages comme Jenny sont en bordure de tératophilie, sont des personnages féliniens. Ce sont des personnages à la John Waters. Elle est top. Elle est très gentille. C'est ça qui est très sympathique quand même, c'est que même avec un jet de sang spermesque sur le visage, elle est toujours charmante et gentille. Et c'est vrai qu'on a ce côté watersien, Waterzooi, Waterloo en Belgique, John Waterzooi. Ouais. Et tout en fait. Mais c'est un film social, effectivement, qui parle de la solitude, qui parle de la mort, pour montrer des choses qu'on montre assez rarement dans les films, comme dans des films comme, rappelle d'Affreux, Sale et Méchant, les films, ouais, bien sûr. Très hardcore, où justement, il te montrait véritablement les choses. Tu te rappelles les monstres aussi, ça fait penser aussi aux monstres. Ouais. Les nouveaux monstres aussi étaient aussi formidables, les tous deux. Ces personnages-là, Ouais, et c'est très politiquement incorrect, comme on dit aujourd'hui, c'est assez à la mode. Mais c'est vrai, jusqu'à choquer le bourgeois. Il y a des moments où vous allez presque trop loin. On a envie que c'est comme des punks qui ont envie justement de tout d'un coup envoyer un pétard dans un mariage. Quand on l'a tourné vraiment un peu comme un court-métrage. En fait, on pensait pas qu'il serait vu, quoi. Enfin, on savait pas, on se posait pas la question. Le personnage est très raciste. Le personnage de Benoît est très raciste. Il est raciste, il est homophobe. Il y a un côté harakiri aussi, tu sais, cet humour du producteur. Ouais. Mais donc c'est ça, on se posait pas la question et en fait voilà quoi. Mais effectivement, son personnage est insupportable. Et en fait, on essayait qu'il soit quand même sympathique. C'est ça le problème, c'est qu'en fait au départ, t'es quand même le spectateur est embarqué par lui et un peu comme l'équipe en fait. Ouais. Et jusqu'au moment où ça déborde quoi. Et après tu te demandes pourquoi. C'est toi qui tiens la caméra pendant tout le film parce que c'est un personnage à part entière. Ouais, c'est moi qui tiens. Ouais, je suis derrière la caméra.
Ouais, Et je- extraordinaire, c'est très bien C'est filmé pour parce ça que qu'on ne me voit pas, sauf la scène du viol. Et même Et quand on a- même quand ça se met à courir, quand ça part dans les Mm. escaliers et tout, c'est toi qui tiens la caméra? Bien sûr, ouais. On avait Ouais. tourné une autre Ça, c'est scène. très pré-Blair Witch, c'est remarquable ça. On avait tourné une autre scène chez Malou, où en fait, c'est Benoît qui tournait et on lui donnait une leçon de cinéma, enfin, comment tenir la caméra et on entendait off, tu vois, et la caméra était de travailleuse et de ça. Et on l'a coupé, celle-là. Ouais. Mais c'est vrai que cette espèce de d'énergie fait qu'on a presque l'impression d'une steadicam par moment, parce qu'il y a des moments assez Bah, fluides ça bouge. Ouais, ouais. Bah, et d'autres moments où ouais. il y a ce côté haché et extrêmement Mm, moderne qu'on retrouve dans la grammaire de mm. toutes les séries télé et tous les films d'action modernes. Si tu veux, la caméra est toujours un peu en retard, en fait, parce que pour montrer, enfin, pour trahir un peu, enfin, faire le faux Ouais, reportage, justement, c'est qu'elle n'est jamais, même si tout était écrit et qu'on savait ce qui allait passer, elle est ouais, toujours un peu quelques, je sais pas, dixièmes de seconde ouais. de retard sur l'action pour faire croire que c'est du vrai reportage. C'est vrai, on le ressent d'ailleurs, mais il y a il y a une vraie tristesse aussi dans le film avec cette solitude de ces vieilles personnes dans ces tours Mm. rouges qui sont terribles et ces invasions de maisons, c'est ce qu'on appelle en anglais les home invasions, qui étaient très à la mode dans les années 70 avec des films comme Les Valseuses ou Orange Mécanique ou Les Chiens de paille. Et tout d'un coup, Mm. vous appartenez à une espèce d'héritage des années 70 aussi. Mm. Et ce noir et blanc, avec ce côté presque film noir de la nouvelle vague ou des films de Mm. Jules Dassin, brouille les cartes aussi avec une espèce de smorgasbord et de maelstrom cinématographique, mon cher ami. Bonjour, mesdames. Au départ, on avait voulu refaire en long, pas de C4 pour Daniel, en fait, quand on a voulu faire un long. Et, euh, et ça, c'était impossible à faire. Et c'est Rémi qui a eu l'idée du faux reportage. Et tout d'un coup, tout devenait possible puisqu'on tournait non plus dans les conditions de fiction, mais dans les conditions du reportage. Tu parles. C'est pour ça que j'ai fait Ouais. mon film aussi en found footage, parce que sinon, j'aurais Mm. pas pu le faire. Ouais. Ça permet effectivement d'excuser énormément de choses et de les inclure effectivement dans la mise en scène. Mais le film, qui à l'époque était une énorme claque dans la gueule, est devenu une espèce de classique aujourd'hui. Parce que c'est vrai, quand on voit beaucoup de films d'horreur ou de films qui sont Mm. devenus beaucoup plus choquants, celui-ci apparaît plus comme une comédie noire, telle que vous l'avez voulu à l'époque, en fait. Ouais. Voilà. Et il a trouvé sa place dans l'histoire du cinéma, ce qui est formidable. Rémi est formidable parce il a un gros rôle, Rémi. C'est presque une buddy Ah bah story oui, entre oui, bah ouais. lui et le serial killer. Ouais. Il a son Ouais. voyage. Et j'adore Mm. comme il remercie à chaque fois tous les membres de l'équipe qui meurent au fur et à Mm. mesure du film et qu'il leur dédie le film. Ce film est pour toi, Patrick. Mm. Et qu'après, ils parlent de leur petite amie. Tout ça, c'est écrit parce que Tout était, ça ouais, ressemble, bien c'est sûr, aussi ouais, non. formidable que les bronzés ou le Père Noël est une ordure en termes d'écriture. Mais le remerciement, le film est pour toi, c'était inspiré d'un vrai truc télé qui était ouais, sur un type qui était. Non, tout était vraiment écrit. Il y a quelques petits trucs, tu vois, quand il y a un accident, par exemple, quand la caméra se cogne et tout ça, que Benoît dit des trucs, bon, il rebondissait sur certains trucs, mais vraiment tout est. Et quand tu regardes les rushs, il y avait 3 fois, 4 fois exactement la même chose, quoi, en fait. Ouais. Mais c'est vrai, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que tous les films avec le mot chien dans le titre sont des grands films. Un après-midi de chien, Les Chiens de paille, Man Bites Dog, qui est d'ailleurs une très très Mhm. bonne traduction, on en parlera après, et Le pharmacien de garde aussi. Qui a trouvé Man Bites Dog? Man by Dog, c'était moi le titre. Ah, bravo. Tu connaissais l'expression américaine avant? J'étais celui qui parlait anglais. Ben oui, oui, bien sûr. J'étais Ouais, celui parce qu'on de le la voit. bande qui parlait anglais, quoi. Il y a un truc que je voudrais te demander. Est-ce que tu as vu Jeffrey Dahmer, tu sais, la série de Ryan Murphy sur Netflix? Non, non. Je C'est pas regarde mal pas foutu la du série. tout, je te Ouais. la recommande. Ouais. Mais surtout, aujourd'hui, plus que jamais, l'Amérique, on le voit dans les podcasts de true crime, de vrais Ouais. crimes, est Mm. fasciné par les serial killers. Et ça date pas d'hier, Ouais. des années 70 où ils ont fleuri Ouais. avec des Bundy, des Dahmer, des Gacy. Ça Mm. rime. Il y avait même des cartes à jouer comme les joueurs de baseball. D'où ça vient, à ton avis, cette espèce de fascination des gens pour. On ne connaît pas les noms des victimes, mais on connaît Ouais. bien les noms des Les tueurs. noms des tueurs, mais je trouve ça super malsain. C'est Bah vraiment. ouais, bah ouais. Ouais. Non, non, mais moi j'ai aucune fascination pour ça. Au contraire, ça. Bah non, mais justement, on se demande d'où ça vient et c'est Ouais. assez américain. Il y a une grande violence, C'est mais on très voit américain. C'est à très travers le américain. monde, Ouais. ceci dit, parce que Dahmer, c'est pas qu'en Amérique que ça marche. Hein. Ouais. Mm. Non, non, mais c'est affreux, quoi. Je veux dire,
Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Fa. Excuse-moi, je fais un jingle. Là, c'est une mission un petit peu fauchée. Est-ce que tu connais Je prépare Le Silence des agneaux, donc je suis en plein étude des serial killers en ce moment. C'est pour ça que ça tombe bien avec ton film. On est bien dans la veine Abracadalloween, le podcast sur la magie noire du cinéma. Children of the night, what sweet music they make. Tu connais un serial killer terrifiant qui s'appelle BTK? Non. Bind, Torture, Kill. Ah, ok. Attache, torture, tue. C'est un mec qui est toujours vivant, malheureusement, et on le voit dans la série de David Fincher, tu sais, Mindhunters. Et il a le même côté que Benoît dans le film, qui est ce côté araignée, tu sais, qui attend dans sa toile. Et c'est terrifiant. Ce qui est chaos pour la mouche est normal pour l'araignée. Et ça, c'est très moderne aussi, mais on voit quand même dans In Cold Blood, tu avais vu, en noir et blanc? Ouais. Il y a c'est l'ancêtre des Home Invasion, ça. C'était assez terrifiant aussi, avec un Robert Blake qui a fini par tuer vraiment sa femme dans la vie. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire que j'avais oublié, c'est que exactement comme dans Spinal Tap, je sais pas si vous en êtes improvisé. Non, on le connaissait pas, tu vois. D'accord, mais les preneurs de son meurent tous les uns après les autres, comme les batteurs dans Spinal Tap qui meurent de combustion spontanée. Ils explosent. Non, je te dis, quand on allait dans les festivals, tout le monde nous parlait de Spinal Tap qu'on n'avait pas vu et on savait pas ce que c'était. Donc après, on a T'as vu Funny Games? Non. De Haneke? De Haneke, non. Ni l'original, ni le remake. Ni le remake, ni rien. C'est des gens bien habillés aussi qui arrivent chez d'autres gens. Et tu as ce même côté effectivement terrifiant parce que ça fait penser à Léopold et Loeb. J'étudie tout ça c'était un teaser du Silence des agneaux. Léopold et Loeb, c'était des types de bonne famille qui sont les ancêtres du serial killer moderne et qui ont. Hitchcock a fait un film sur eux qui s'appelait La Corde. Tu sais, c'est arrivé près de chez vous. C'est plus un film sur le cinéma que sur un serial killer. Sur les cinéma. En fait. C'est le film en train de se faire. Et c'est un film qui parle du film en train de se faire. À la limite, le film aurait pu être fait sur un autre personnage, tu vois, sur un vendeur de Bible ou sur autre chose, tout en étant presque le même film. C'est vrai, c'est pas faux, mais vous filmez à la fin d'une espèce d'usine désaffectée. C'est très Terminator, mais vous avez Elle est incroyable, ce décor. Il est incroyable. Vous avez dû respirer des tonnes d'amiante, Vénard. C'est pire que le tournage de John Wayne. Rétrospectivement, c'est vrai qu'on se dit, mais ce décor était vraiment absolument fou. Ouais. Et il y a un truc qui est formidable. Tu as vu un film qui s'appelle Shaun of the Dead? Oui. À un moment, il rencontre dans le film les doubles d'eux-mêmes, qui sont une bande de gens qui leur ressemblent. Et c'est ce qui arrive dans le film à la fin aussi quand vous rencontrez cette équipe. Quand il y a la deuxième équipe. Ouais, c'est une très bonne idée et c'est très bien écrit. Et on voit qu'il y a eu énormément de travail sur le scénario parce que ça n'est pas juste un sketch, mais c'est un film qui se développe avec une histoire qui se suit. Et comme Charles Laughton, bravo, tu as fait un grand film et un autre très bon film dont nous allons parler tout de suite. Mais pour l'heure, je termine sur C'est arrivé près de chez vous. Il y a un truc qui est formidable dans le film, c'est que ça m'a fait penser aussi, on parlait d'intemporalité, de films sur le cinéma et d'amour pour le cinéma. Quand il a sa Minerve à la fin, on pense à von Stroheim dans Le Grand d'Illusion. Et on pense aussi à Peter Lorre tout d'un coup dans Mad Love, tu sais, ce film il se faisait greffer les mains d'un assassin. Les mains d'un assassin. Voilà. Et il a un look presque comme la Hammer ou comme les films expressionnistes allemands, tu vois. On entre tout d'un coup dans un truc mythologique. Il fait peur avec sa Minerve et en plus, on sent le truc venir. Cette scène de l'anniversaire, en fait, tu sais que ça va partir, tu sais pas quand. Ah, c'est terrifiant. Le truc monter, quoi. Ça marche bien. Mais non, tu sais, c'est arrivé. En fait, il est né du désir de faire un film à tout prix, puisqu'on n'avait pas d'argent. Et en fait, il y a cette mise en abîme en fait entre le film en train de se faire, le film que eux font de l'équipe qui n'a pas d'argent et qui était en fait dans notre situation. Donc, en fait, c'est vraiment une mise en abîme entre. C'est un des premiers films méta, M-E-T-A, un des premiers films pyrandéliens. En fait, il y a un truc que j'ai adoré aussi, c'est que ça nous raconte l'histoire d'un familier. Tu sais ce que c'est un familier, un familiar en anglais? Non. L'original, c'est Renfield, tu sais, dans Dracula, c'est lui qui s'occupe de Dracula. Et tout d'un coup, Rémi s'occupe de Benoît,
Comme ces gens qui sont obligés de surveiller le cercueil d'un vampire pour que personne ne vienne l'ouvrir pendant la journée, tu vois. Thème très bien développé aussi dans un autre documentaire excellent, What We Do in the Shadows, le film et la série télé. Et c'est sa descente aux enfers, c'est très intéressant. Mais en fait, c'est le rapport que chacun a besoin de l'autre. Ouais. En fait, lui a besoin, il est content, il existe parce qu'il y a la caméra et quand il est filmé, et eux ont besoin de lui comme sujet et d'avoir l'argent des meurtres pour pouvoir payer la pellicule pour faire le film. En fait. Ce rapport de dépendance vis-à-vis de chacun. Mais ça, on le ressent très très bien, mais c'est très rare les scènes avec Valérie, sa petite amie, qui sont presque sa rédemption dans le film, si tu veux, et qui se retrouve avec sa clarinette dans le cul. Un petit peu, ça fait penser au Parrain avec la tête du cheval dans le lit. Avec la tête du cheval, ouais. En version plus harakiri, plus. Et il y a une réplique terrifiante qui dit « Tu crois que c'est bon pour les gammes, la merde ?» C'est formidable. Quand il nettoie la flûte. Ouais, non, c'est terrifiant. Vous allez très très loin. Et c'est sans pitié. Non, est-ce que c'est pas bon? L'eau, c'est pas bon pour. Je crois que c'est pas bon pour la flûte. Mais vous avez un magnifique dernier plan où, comme les grands films, vous finissez bien, vous atterrissez bien le film. Qui vit par le glaive, périt par le glaive, pas vrai? Exactement. Voilà. 3 réalisateurs, c'est rare dans un film. Écoute, on l'a co-signé. Après, chacun faisait sa partie. Rémi s'est plus occupé, qui a eu l'idée de départ, s'occupait plus de la mise en scène et de la direction d'acteurs, de ce qu'on tournait. Et puis moi, je m'occupais plus de la manière dont c'était tourné, du découpage, enfin, en tout cas, de la mise en place des plans par rapport à la caméra et tout. Donc, donc voilà. Vincent Tavier est cité aussi au scénario et au dialogue. Il a coécrit avec nous le scénario. C'est un peu votre avarie sur Pulp Fiction, c'est celui qui est disparu. Non, mais il est venu. Pete Best dans les Beatles. Il s'est greffé comme ça sur le film et il a écrit le scénario avec nous. Le générique est drôle aussi, il y a marqué « sont morts à l'écran » et tout d'un coup, tu as une liste de tous les morts. Donc vous avez et il y a les morts au montage aussi, ceux qu'on a tournés mais qui... Et Jean Bonzel est remercié au générique, ce qui nous amène sans plus tarder à la deuxième partie de notre émission qui s'appelle 3-2 coming at you, don't make me have to pull my shit and cap you. Et j'aime à la fureur. Mein Führer, I can walk. Tu te rappelles, c'est la dernière réplique de Folamour. Oui. Et non pas, et j'aime le Führer. Non, mais c'est très tendance. D'abord, merci parce que les deux films font la même longueur. 1h35, c'est très poli. Et c'est très bien pour les films d'horreur et pour les comédies. C'est la longueur d'un Woody Allen. Ouais, non, c'est formidable parce que d'habitude, ces jours-ci, j'ai vu des films qui allaient jusqu'à 2h40, 3h et j'en veux plus, si tu veux. Le dernier Batman fait 3h. Et je voulais faire un film de 6h au départ, justement. Salaud. 2 fois plus long que Barry Lyndon, presque. Ouais. Mais le titre anglais s'appelle Ghost of Flickering Love's Gone By. Tu pouvais pas faire plus compliqué. Flickering Ghost of Love's Gone By. Ah, pardon. Tu vois, j'arrive jamais à le dire. Franchement, mais mais comme ça parle essentiellement de désordre alimentaire, et c'est magnifique. Et aussi, ça parle de désordre alimentaire. Et de tes aventures amoureuses, tu aurais dû l'appeler des frites et des moules, peut-être, non? Non, mais j'ai été très ému en le voyant. Et comme tu t'en rends compte, mais il y a un truc qui m'a frappé, parce que c'est vrai que ça m'a toujours frappé depuis toujours, c'est que tu ne manges que des frites. C'était mon héros pour ça. J'ai un autre ami, bizarrement, j'ai un autre ami qui est dans ton cas. Ah bon? Tous les deux, ça vient effectivement d'un traumatisme de l'enfance. On rit, mais je ne ris pas, là, je parle gentiment. Et tu dis dans le film, petit déjà, j'ai refusé de manger. Tu sais, c'est comme la phrase du tambour, petit déjà, j'ai refusé de grandir, la phrase de Oscar. C'est très beau et très émouvant et ça traverse le film, puisque tu te demandes même, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue si on ne mange que des frites? En gros, à la fin, heureusement, oui. Car tu as fait... c'est ça, c'est la morale du film, c'est que la vie vaut le coup d'être vécue. Et c'est un film... Je voulais faire un feel-good movie, tu vois, qui, justement, malgré toutes les emmerdes, malgré tout, ça vaut le coup de... Voilà, parce qu'il y a des moments très émouvants et très durs, comme les passages sur ton père, où effectivement, on rentre... Ça m'a fait penser à mon propre père, qui aussi est un enfant abused, comme on dit en anglais, qui a eu des problèmes aussi, et qui tire probablement une part de sa créativité.
et on le ressent très très fort dans le film, qui a un côté assez voyeuristique, voyeur quand même, effectivement. Bah, c'est le cinéma, c'est justement, puisque c'est fait à partir de films de famille que j'ai trouvés, Est-ce que que je ce sont toujours collectionne, tes si tu veux, petites amies qui sont pas qui sont pas à l'origine, sont pas destinés à être vus en dehors du cercle familial. Les gens qui les ont tourné Certes. ces films, non pas pour ce qu'ils soient vus par nous, si tu veux. Certes, mais Donc, c'est ces jeunes femmes nues dans des baignoires, ce hmm. sont toutes tes petites amies? Ça, non, enfin, Salaud. celle-là, non. On dirait un film de Celle-là, Bruce non. Meyer, c'était formidable. C'est du found footage, par exemple, si tu veux. Ah, d'accord. Un foutage, putain. Mais non, ça c'est très émouvant parce qu'effectivement, on passe souvent de l'émotion au rire, même par moments, il y a des choses Hmm. qui sont assez drôles. Ouais. Tu as écrit le film et tu l'as réalisé. Donc, est-ce que tu as tourné des scènes, à part les scènes où on voit des gens que tu as interviewés ou alors des séquences de cette Hmm. arrivée d'ailleurs dans le film? Est-ce qu'il y a Hmm. des scènes que tu as tournées ou c'est juste des trucs que tu as Non, j'ai rien tourné, j'ai absolument rien tourné. Ouais. J'ai Donc, c'est un utilisé extraordinaire travail de montage. que du matériel qui était là, quoi. Ouais, parce que tu racontes une véritable histoire avec ce found footage qui est un Ben, véritable. je raconte ma vie, c'est autobiographique, hein, mais je le Ouais. fais en utilisant justement les images des autres. Et c'était un peu pour essayer de trouver, bon, c'est un bien grand mot, quelque chose d'universel, mais en tout cas, voilà, faire Et un peu thérapeutique, peut-être, quoique tu dis avoir utilisé toutes ouais, sortes de thérapies. Je suis sûr que tu as mangé des je frites. veux pas emmerder les gens avec, de toute façon, chacun ses emmerdes, hein, donc Bien sûr. voilà, je veux pas. Ouais. Il y a un truc qui m'a frappé en voyant toutes ces images, c'est à quel point les visages. C'est ce que disait Kubrick. Tu sais, Kubrick, quand il a fait la photo finale de The Shining, tu Mhm. vois tous ces gens en Ouais, 1920, ouais, ouais. il n'a pas voulu prendre des figurants et mettre Nicholson au milieu. Il a Mhm. pris une photo d'époque et il a Ouais. Et il a mis photoshopé, là, ouais. avant que le mot Photoshop n'existe, il a mis la tête de Mhm. Nicholson dedans. Mhm. Et en fait, parce qu'il dit que les gens n'ont pas les mêmes visages à l'époque. Et c'est vrai, on voit dans tes films, entre la chirurgie esthétique, les critères de beauté et tout, toutes les femmes sont Mhm. superbes. D'ailleurs, je trouve dans les films que tu as, les Elles sont images belles, hein. Elles sont belles, hein, ouais. sont très belles. Ouais. Mhm. Dulcinea, Dulcinea. Là, on sent effectivement l'amateur de femmes qui bouge. Et il y a une très belle musique de Benjamin Biolay. Ouais, qui a composé une bande son magnifique, ouais, qui a Ouais. fait plus de 65 morceaux. Qui rappelle effectivement le travail presque sur les films muets où il y a une présence constante de la musique qui Ben sous-tend là, l'action. tous ces films sont muets, donc Ouais. il fallait avoir besoin de musique. C'est Après, la presque- musique, elle est c'est- pas tout le temps, elle est tout le temps, elle est pas, tu vois, tout le temps à plein niveau et tout ça. Voilà. Des fois, c'est subtil, C'est presque, et je dis ça comme un compliment par moment, comme la musique de cartoon, tu sais, où il y avait ça aussi dans King Kong, où tout d'un coup on souligne les émotions à travers une musique qui est très près des images et qui est très belle et très simple, effectivement. C'est-à-dire, il y a plein de styles, puisque de toute façon, les films, si tu veux, les premiers Pathé Baby ont près de 100 ans. Aujourd'hui, on fête, c'est 1922 et c'est le centenaire du Pathé Baby. Donc, il y a des films, si tu veux, qui ont près d'un siècle. Ouais. Et donc, ça va sur toutes les époques, puisque c'est aussi un film sur le temps qui passe. Si tu Ouais, veux. mais ça, on le ressent très voilà. fort. Le film est un film Et collage, un film hip-hop presque, c'est des samples, d'une certaine Je peux manière. dire ça, ouais. Ouais. Des samples visuels. Exactement. Et donc, gros travail de montage, comme je disais. Tu as une grande similitude physique avec ton père, comme tu soulignes toi-même dans le film. Ça te C'est fait horrible. peur, d'ailleurs. D'ailleurs, je t'ai frappé quand tu es jeune, tu ressembles évidemment, tu ressembles un peu à Tim Burton et tu as un look incroyable quand tu dis que tu es habillé comme Buster Keaton, je crois. Tu ressembles surtout à un personnage de Tim Burton. Hein, c'est hallucinant. Mais tu sais, tu connais, il y a un humoriste new-yorkais qui a écrit, qui s'appelle Jules Pfeiffer. Tu le connais, non? Non. Je vais très rapidement une citation qu'il a dite. Il a dit: j'ai hérité des traits physiques de mon père, de sa façon de parler, de sa posture, de ses opinions, et de ma mère, j'ai hérité le mépris pour mon père. Elle est très bonne. Ouais. Ah ben ça, justement. Et ma mère est en plus, j'avais pas d'image de ma mère à part celle que j'ai retrouvée, tu vois. Qui est très émouvante, ouais. Ouais. Elle sourit, et tu dis. Et ouais. Et c'est effectivement, c'est horrible, quoi, parce que toute sa vie, elle a été. En plus, c'était une femme assez brillante qui avait fait des études scientifiques, si tu veux. Et une fois qu'elle a épousé ma mère, mon père, pardon. Une fois qu'elle a épousé mon père, elle est devenue sa secrétaire au laboratoire, quoi, tu vois. Ouais. Et donc voilà. Et puis cette scène terrible que je raconte où en fait, bon après qu'il a construit Il ne l'a pas emmené au cinéma. Il il l'a l'a jamais pas emmené emmené au cinéma. Ouais. Et Moi, j'ai vu ton film.
il est allé avec sa maîtresse au cinéma et il va dire à ma mère qu'il a passé un très bon temps en allant avec sa maîtresse au cinéma. Ils sont allés voir le pharmacien de garde, je crois. Alors non, mais ils sont allés voir Les Compères. Voilà. Donc C'est vrai? Non. ton père, mais ouais, si. Et ton père, voilà, ton père a fait rire des millions de Français, mais Wow. c'est lui qui a fait pleurer ma mère. Ah ouais, c'est à cause de mon père que ton père a Exactement. quitté. Wow, c'est grâce à mon père qu'il y a eu cette arrivée Non, mais en près de tout chez cas, cette séquence, cette histoire du film, je m'en souviens très bien et que nous. c'était, Étonnant. voilà. Non, mais Ouais, ouais. C'est à peine s'il lui a pas raconté le film, hein, s'il lui a pas pitché. Hein. c'est très émouvant. Effectivement, je dis, Ouais. ça m'a rappelé le Mais rapport de c'était horrible, c'est pour te dire à quel point c'était un monstre quand même. Les Compères bientôt sur Ciné Family avec mon père qui heureusement est plus cool. Mais je te dis, j'ai l'impression d'entendre mon père parler de son père. Tu devrais lire les mémoires de mon père qui s'appellent Que ça reste entre nous. Mais je les ai lus. Bravo. Et donc tu vois Ouais. qu'il parle de son Et père qui raconte, ouais. beaucoup et que ça ressemble un petit Et peu à ton ton expérience. accident à ta naissance. Oui, c'est vrai, moi qui suis né Ouais. prématuré, mais c'est Voilà. un sujet pour une autre émission. Une spéciale La Malédiction. Regarde, Jean, c'est pour toi. Il y a des images que j'ai beaucoup aimées, c'est quand les images sont tout d'un coup trafiquées. On a l'impression que soit la pellicule prend feu, tu sais, quand tu Quand tu elle parles se tu dégrade, parles des c'est les- cauchemars de films italiens. Ouais. En fait, tu as vu The Babadook? Non, c'est quoi? Ben, il faudrait faire juste les scènes avec The Babadook. C'était une espèce de monstre en noir et blanc qui rappelle Lon Chaney. Parce que je me rappelle quand on s'était rencontrés, c'est-à-dire- on était devenus amis en parlant de Freaks. Ouais, bien sûr, Todd Lon Browning. Mais Chaney. justement, oui, quel intérêt refaire il y a tellement de films d'horreur en noir et blanc tellement géniaux. Non, mais je te dis, justement, je trouve, ouais, non, ouais. ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc intrinsèquement flippant dans des images muettes et en Ouais. noir et Ah, blanc ben oui, tout à fait, ouais. que tu peux Ouais. pas recréer avec. Et en plus, comme disait Kubrick, la forme la plus pure de cinéma, c'est le cinéma muet. Et c'est vrai quand tu regardes, tu vois d'ailleurs David, je crois que c'est David ou Roger Eggers, tu sais le type qui a fait Les deux, Lighthouse, ouais. là il refait Nosferatu. Ouais. On pourrait se demander pourquoi, mais à mon avis, il va avoir des grandes. Ceci dit, Ouais. quand notre ami Werner Herzog a refait Nosferatu, on aurait pu se demander pourquoi aussi, et c'est bien à l'arrivée avec Klaus Kinski, le meilleur ami de Philippe Sedbon, mon autre côte. T'es pas gros pour un type qui mange des frites tout le temps? Mais écoute, non, je sais pas, mon corps s'est habitué à C'est fou, hein, c'est ça. Ouais. extraordinaire. T'es une espèce de Keith Richard de la frite. Hein. J'ai pris du bide quand même un peu. C'est Keith Richard. Mais quand tu commences à tourner en Super 8, je te disais, ça rappelle effectivement ce qu'on entend dans les histoires de Spielberg, dans les histoires des frères Cohen. Et quand tu fais Laurence d'Arabie sur une dune belge, je crois, ça Non, c'est ressemble dans au le nord, Swedding. mais c'est pas belge. Dans le nord, pardon. Ça ressemble au Swedding, tu sais, ces films, comme on voit dans le film de Gondry avec Jack Black, où c'est une mode aux États-Unis qui est un petit peu moins en vogue ces jours-ci, où on refait les films sans argent. Et tout d'un coup, pour 3 francs 6 sous, tu fais Robocop ou Star Wars dans ton garage. Et il y en a beaucoup d'exemples sur YouTube. Mais toi aussi, une fois de plus, tu étais une espèce de précurseur. Le précurseur, hein, tu vois, Ouais. t'as vu ça. Ouais. Et tu as mis d'autres images subliminales à part tes fesses? Non, il y a juste. Bah, après, il y a les plans très courts dans cette séquence dont tu parlais, là, Ton sexe, de vision très court comme ton sexe. sur le cri primal, là où, en fait, Pardon, je t'ai déraillé là. Pardon. tu vas couper. Hein. Ah merde. Non, jamais. Abracadapod, Tu vas l'émission. circoncire. Ouais. Bravo. Mais ton père Non, s'appelait mais- Jean. Oui. Au moins, il avait un Jambon. beau. Il t'a fait chier, mais il avait un beau prénom au moins. Ouais. Jambon. Ouais, bravo. The name is Bond, James Bond. C'est qui c'est ça? Ouais. C'est une connerie. Alors, c'est assez softcore. Il y a plein de plans. Je me suis demandé si je devais pas aller chercher une boîte de Kleenex à un moment, salaud. Il y a plein de plans un peu érotiques dans le film sur tes. Ah bah carrément. Ouais. Est-ce que tu as dû demander des autorisations? Non, écoute, c'est des images que j'ai utilisées comme ça. Voler? Et il y a pas. Et peut-être qu'il y a une très vieille femme qui va Non, mais arriver il y a et te mettre des coups de sac. Il y a les très beaux plans des femmes qui dansent, hein, qui sont vraiment des danseuses de cancan. Ah, extraordinaire. Mais ça, Ouais. donc ce sont vraiment des images de ta tante Lucette ou pas? Les Un peu, danseuses. ouais, c'est-à-dire qu'elle est Non, mais est-ce que c'est elle sur les images? alors je ne sais pas si c'est elle. Hein. Oui, Ah, d'accord. enfin, c'est elle sur certaines des images. Parce que Mais voilà pour un les personnage danseuses, extraordinaire pour les de ton danseuses, film, quand même. Ouais. Ouais. C'est Ouais, très non. physique le cancan, putain, comme danse, quand on voit ça dans le film. C'était des athlètes, les filles. Hein.
Mais c'est vrai qu'on parlait de frics et on est Hmm. dans des cirques beaucoup, et ça c'est très Ben, important voilà. grâce Ça, au... c'est un des. Attends, Ça, c'est. attends, je fais le jingle d'abord. One of us, Google gobble, we accept you. Voilà, attends. Ouais, le cirque, ça c'est un personnage qui est inspiré, qui n'a pas existé. Ça, c'est une séquence que j'ai faite parce que j'ai trouvé cette bobine au départ de film qui a été tournée backstage. Voilà. Et moi aussi, j'adore le cirque, j'adore les Ouais. histoires de Frédéric Braun. Ouais. Et j'ai voulu la mettre. Je me suis dit, ça, il faut que je le mette dedans. Donc, j'ai écrit ce personnage mais qui est quand même inspiré d'un type de la famille qui avait pris, justement, qui a pris le risque. Et puis aussi du docteur Lebrun, qui, lui, si tu veux, c'était un type qui voulait faire du cinéma, qui l'a pas fait, qui est devenu médecin, et toute sa vie, il l'a regretté, quoi. Il a été malheureux. Personnage très émouvant, digne de Cinéma Paradiso, effectivement. Ouais. Et il a été malheureux, et si tu veux, ses yeux s'allumaient quand justement il parlait de cinéma et tout, quoi. Et, C'est beau. donc, ça pose la question, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Prendre le risque de peut-être la rater pour suivre ta passion. Et mais donc, c'est beau parce voilà. que c'est un mélange d'amour du cinéma, d'addiction sexuelle et de désordre alimentaire. Donc c'est un film très émouvant à Un beau l'arrivée. cocktail. Bravo, très beau cocktail. Et en plus, beaucoup d'addicts sexuels dans ta famille. C'est drôle parce qu'en Amérique, Ouais. l'addiction sexuelle, c'est un truc où tu pars en clinique, alors qu'en France, c'est juste mardi, quoi. C'est un truc que c'est normal pour nous. Mais est-ce que ton film préféré, c'est Peeping Tom? Et là, j'aime bien Peeping Tom, ouais. Ouais, Mais non, mais le sexe, c'est important. Donc, bien sûr, Contrairement à ce que tu notre existence est liée au sexe. Je veux dire, tu es au courant que voilà. C'est vrai, c'est donc, vrai. Je si l'ai tu appris assez existes, récemment, c'est ça bien cache. Donc voilà, c'est quand même. Il y a un passage qui est formidable, c'est le Tabarin, qui est cette espèce de cabaret pendant la Deuxième Guerre mondiale, où tout Qui d'un était coup, on a l'impression fréquenté d'être dans par- le film de Bob Fosse, tout d'un coup, il y a une espèce d'enclave où, Ouais. où la guerre est à l'extérieur, tu vois, et Ouais. le show must go on, comme Abracadapod à l'intérieur. C'est très intéressant, ça. L'époque trouble de l'occupation, hein, franchement. Ouais. Bien, mon cinébuddy, merci pour ce voyage dans ta filmo, brève mais efficace, Mhm. comme ton petit sexe affamé. Je t'en prie. On se retrouve dans 30 ans pour le prochain. Ah bah écoute, j'espère que j'attends. Je vais pas attendre 30 ans pour en refaire un, non. C'est déjà Cette en fois-ci, route, hein, ouais. on sera vraiment des fantômes, des flickering ghosts, qui feront, je l'espère, des podcasts et des films et mangeront des frites ensemble dans l'au-delà. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où l'on écoute des podcasts, plus 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Abracadapod avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Alors, tu as déjà écouté l'émission ou c'est la première fois que tu l'entends aujourd'hui? Non, j'en ai écouté. Alors, tu sais qu'à la fin, il y a une tradition qui est que tu dois dire ton nom et ta Ouais. catchphrase, une espèce de phrase Ah signature. fuck, hein, C'est fuck? Non, une espèce de phrase signature où tout d'un coup c'est ton espace de liberté, ça n'a pas nécessairement de rapport avec l'émission ni avec tes films, mais c'est la merde. dernière impression que tu veux laisser à nos abracadamis. C'est à toi. Ah mon Dieu, attends, tu me prends au dépourvu. Ça peut être une citation de film ou Ouais, attends. même dans ton film, Attends. tu peux dire Ouais, non, attends. Chercher la phrase de. la recette du petit Grégory. Non. Tu aurais dû mieux écouter les émissions. Ah ouais, non, je me souvenais plus de ça. Parce que je veux pas dire, De gros mots. dire la phrase. Non, la phrase exacte. Même si c'est à peu près, c'est pas grave, tu sais. Ouais. Nos auditeurs sont tolérants. Alors. D'abord donc, ton nom. Je dis mon nom, ouais. Mm. Donc, André Bonzel. Un nom que je n'aime pas d'ailleurs, le nom de famille. Attends, je recommence. Expédite, tu préfères? Ouais, André Maurice Expédite Bonzel. Non, mais c'est très bien, André Bonzel, c'est ton Ouais. nom, il est très cool. Mais Dis ce que tu c'est veux. mon autre prénom, hein. C'est André Expédite Bonzel. C'est ton mon- espace de liberté, c'est Ok. à toi. André Bonzel. Et la phrase, ce serait You can never go fast enough de Monty Hellman. Très joli. Ça valait le coup d'attendre. Jean Weber pour Abracadapod et Cinébodies, signing off une fois. Et maintenant, je sais que la bouffe n'est pas trop ton truc, mais je t'ai préparé un petit Waterzooi et un Stump dont tu me diras des nouvelles et que la gueuselambique coule à flot. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites. Dans le port d'Amsterdam, il y a des podcasteurs qui pleurent.
Au silence qui suivit, Mon Dieu. j'ai compris que Ouais. Jean Weber venait de chanter. Pod. J'ai une intro un peu laborieuse et assez longue, donc accroche-toi. Ok. Et à bientôt sur Abracadapod.